Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 5 janvier 2023 et on attaque tout de suite, mesdames et messieurs, c'est parti. Et bonjour à tous, comment ça va mesdames et messieurs, en direct effectivement de chez moi, le mug parce que y a des plombiers qui vont passer ce matin pour régler les problèmes, hein. Si vous avez suivi pardon, la rentrée du mug, son générique trop fort par rapport à la voix. D'accord Samuel, ok, c'est un peu bizarre, normalement le son du générique était réglé, j'ai rien touché. Donc je sais pas, écoute, je réglerai ça plus tard. Ok. Donc oui, non, vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, il y a eu des graves problèmes d'inondation au studio. Et donc effectivement, bah là, pour des raisons de travaux, de plomberie, de choses comme ça, ce mug là, je le fais depuis chez moi et on verra pour les semaines prochaines. Mais a priori, semaine prochaine, je serai en direct du studio. Le studio est quand même plus adapté pour faire du live que chez moi, mais il n'empêche que globalement ça passe. Voilà, salut Fesavo, salut à tous. Merci pour les subs. Laurie013, merci beaucoup. Et Fesavo aussi. Et bonjour à tous, hein. Salut MMG, salut Tichoum, salut VladFR, Sir Newt, Psyonix, bonjour à tous, hein. Node Sovan, salut Yves Castel, Mitsuisaka, plein de pseudos qui sont toujours là, ça fait plaisir, merci pour votre fidélité, ça régale, hein. C'est parti pour une nouvelle année, une nouvelle année du mug, hein. Let's go, merci Planescape Sigil pour le sub, merci beaucoup. Et aujourd'hui dans le mug, pas mal d'articles, je pense qu'on ne pourra pas tous les faire. Mais il y a beaucoup de news super intéressantes là ces derniers jours, notamment pour vous faire un petit sommarion rapide, hein, bien sûr. Notamment dans les news qui sont assez cool, on va les récapituler assez vite. Mastodon, un article de Courrier International, pas vraiment, un article du Financial Times qui a été traduit par Courrier International, qui parle de Mastodon, qui fait une analyse de Mastodon que je trouve très intéressante. J'avais envie de vous en parler. Moi, je fais partie des gens qui sont pas encore vraiment convaincus par Mastodon, mais mon petit côté libriste au fond de moi essaie d'y croire. Et il y a beaucoup de gens qui bossent quand même sur le projet, et le projet est chouette, hein. C'est juste que ça manque un peu de clarté et d'ergonomie pour le tout venant, voilà, si on peut dire ça comme ça. On parlera de Qi 2, la charge sans fil MagSafe qui va s'ouvrir aux autres smartphones, ce n'est pas un putaclic du tout. Apple, bon, parce que je pense qu'il y a du donnant-donnant, on va en reparler après, mais Apple a ouvert la techno MagSafe à d'autres constructeurs, à des constructeurs aussi qui font du Android et même au final d'autres produits, hein, ça peut être des montres connectées, et ils ont ouvert leur MagSafe, donc ça s'appellera pas MagSafe chez les autres, ça s'appellera Qi 2, mais avec le système effectivement d'aimant et de magnétisme, et même les accessoires MagSafe d'aujourd'hui pourraient être compatibles avec des smartphones Android. Ça quand même c'est une super news et ça fait plaisir, voilà. C'est globalement un mug assez positif aujourd'hui, je vous avoue, ça régale. Beaucoup d'articles qui sont intéressants et qui sont pas trop anxiogènes. Et j'avoue que j'avais envie de commencer l'année un petit peu plus positivement. Et j'espère que ça vous va, bien sûr, dans le chat, hein. On discutera aussi de Microsoft qui a un plan pour affaiblir Google avec Bing, il s'appelle ChatGPT. J'avoue que j'ai pas dit, donc Courrier International et Financial Times, Frandroid, et ça c'est Numérama. On discutera effectivement de l'ampleur de ChatGPT par rapport à Google. Guillaume Spoilman est déjà là en début d'année, on est même en train d'écrire une vidéo sur le sujet. C'est pas sûr que ça sorte, mais a priori, ça devrait sortir. On y a réfléchi hier. Et effectivement, il y a des choses qui sont en train de changer, hein. Il y a des choses qui sont en train de changer dans le monde de la recherche en ligne. Et c'est vrai que, je le pense assez sincèrement, Google n'est pas très serein
Et Google peut être affaibli par ChatGPT et donc peut-être par Bing et Microsoft. On en discutera. On parlera également d'Apple qui a été sanctionné par la CNIL, une plainte que je trouve assez pertinente, notamment sur le fait que Apple défend la vie privée et le tracking des utilisateurs, mais par contre Apple se permet de le faire avec ses propres services, hein, notamment l'App Store. Hein. Ça on en a un peu déjà parlé dans le mug, mais c'est vrai que au bout d'un moment, si tu établis des règles, tu appliques les règles pour tout le monde, monsieur Tim Cook. Et si toi-même tu te permets d'outrepasser tes propres règles, c'est pas terrible, hein. C'est comme si le créateur d'un jeu de société, parce qu'il a créé le jeu de société, se permettait d'établir ses propres règles, hein. Si le créateur de Monopoly, ou la créatrice d'ailleurs, il me semble que c'est une femme, non, Monopoly, il me semble. Mais bref, on s'en fout. Si cette personne se permettait de commencer avec la rue de la Paix, hein, vous comprenez bien quand même les problématiques d'équité, je pense. Dingue la news, MagSafe, c'est quoi la suite? Apple baisse ses prix. Ouais, t'imagines? On discutera ensemble aussi, alors c'est la seule bad news un peu du jour, c'est que Amazon va licencier plus de 18 000 employés, y compris en Europe. Donc on en discutera ensemble, hein, on lira l'article ensemble. Et si on a le temps, il y a 2 articles un peu bonus. Asus qui mise sur le retour des écrans 3D sans lunettes, ça c'est un vrai truc. Est-ce que la 3D va vraiment prendre un jour dans la tech? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on va un peu sauter les technos 3D pour aller directement dans les casques de AR ou de VR. Merci Ludo54 pour le sub. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Je reprécise l'article d'avant, c'est un article de BFM Tech Co. Et celui-là, c'est Frandroid. Un article super intéressant de The Guardian, qui est un super journal pour le coup. La mort des narrateurs et des narratrices. Apple a révélé une narration des audiobooks propulsé par de l'intelligence artificielle, et sur Reddit, les gens qui l'ont testé ont dit que c'était assez bluffant et que la narration était vraiment au point. Donc encore une fois, l'IA qui pose des questions sur le futur de certains métiers, hein, sur les narrateurs-narratrices. Moi, c'est un truc, quand l'IA est sortie, là, quand on voit tout ce qu'il y a en ce moment, je me suis vraiment posé la question, même des comédiens, on dit comédiens de doublage, comédiennes de doublage, où je me suis dit, une IA qui est entraînée sur certains types de films, enfin sur des milliers de films, pourrait très bien remplacer certains rôles de comédiens et de comédiennes. Donc c'est des vraies questions qui sont super intéressantes à se poser, je trouve, parce qu'effectivement, il y a des choses qui risquent de changer. Et encore une fois, c'est fou comme l'IA vient au final remplacer des métiers plutôt créatifs et artistiques en premier que des métiers manuels. Hein, bon, il y a bien sûr eu de la robotisation, mais c'est vrai qu'il y a un paradigme qui a été complètement chamboulé avec DALL-E 2, Midjourney, Stable Diffusion, ChatGPT. Il y a un vrai truc qui nous a pris un peu tous de court. Et pareil, pour le coup, on est en train de réfléchir à une vidéo là-dessus, parler un peu de ces sujets-là, donc ça sera sur la chaîne YouTube, hein, a priori. Mais c'est des sujets pour le coup qui sont assez passionnants, et avec Jérôme, on est assez d'accord là-dessus. L'IA est vraiment en train d'être une révolution industrielle, une vraie révolution industrielle. Je pense qu'on n'en mesure pas encore l'ampleur parce que ChatGPT est encore un peu très geekos. Mais le jour où ChatGPT 4, en fait la prochaine version, arrivera aux mains du grand public, il y aura des vrais trucs qui vont être changés et bouleversés, je pense. Bonjour à tous en tout cas dans le chat, hein. La 3D sur 3DS fonctionnait très bien, même si au final elle a été sous-exploitée. Elle n'était pas au top non plus, hein, la 3D sur la 3DS, Teachoum. Salut Totters44, bienvenue à toi. Salut Baron Maroutan. Bonne année à vous tous au fait, hein, effectivement. On reparlera bien sûr de notre Patreon, hein. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez sub, vous pouvez nous soutenir aussi sur Patreon. Patreon, c'est le moyen peut-être pour vous, si vous avez un budget un peu plus serré, de nous soutenir à partir de 1€ et des brouettes, parce qu'il y a la TVA, donc c'est 1€ et 20 et quelques centimes, il me semble. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez débloquer tous les avantages des contributeurs-contributrices pour 1€ et quelques. Donc ça, quand même, c'est cool. C'est quand même, au final, pas cher
pour un live tous les matins, pour les vidéos YouTube. Voilà, et c'est vrai qu'on est toute une équipe à bosser sur tous ces contenus. Donc si vous voulez nous soutenir, si vous aimez notre travail, si vous voulez que Nowtech continue, eh bien voilà, n'oubliez pas que c'est important. Et que effectivement notre financement, on a toujours été transparent là-dessus, vous le connaissez, c'est aussi du sponsoring de marque, mais la contribution est une part importante. Et sans la contribution, c'est déjà compliqué, ça serait encore plus difficile. Voilà. Ou si vous avez un budget hyper pas serré, de soutenir avec la somme que vous voulez, genre 1 million, t'as écrit combien ? 10 millions, je crois, t'as écrit. Non, 1 million. Oui, vous pouvez balancer 1 million et devenir mécène de Nowtech. Par contre, vous en parlez à Jérôme et Cédric, parce que ils vont demander quand même des vérifications, je pense. ASMR, mug déglutition. Ouais, bah écoutez, on fait comme on peut. Voilà. Payez Nowtech en iPhone, exactement. Et on terminera le mug avec un petit bonbon, une petite cerise sur le croissant. Un article donc de jeuxvideo.com sur un ado de 17 ans qui a inventé un moteur électrique sans terres rares. Donc des matériaux effectivement qu'on trouve d'ailleurs principalement en Afrique et qui sont extraits dans des conditions pas terribles. Et c'est vrai, et même en quantité limitée. Et c'est vrai que si on arrive à faire de la tech sans terres rares, ça serait une avancée absolument spectaculaire. Et donc il y a un ado de 17 ans, un américain si je dis pas de bêtises, qui a étudié un peu le sujet, un certain Robert Sanson, et qui a dévoilé un moteur qui n'utilise pas d'aimant pour fonctionner, donc pas de terres rares. Théoriquement le mug peut finir là, on a fait le tour des yeux. Non mais on se connaît, Nali et Eric, on aime bien discuter un peu quand même. Voilà pour le résumé des articles, j'espère que cette sélection vous plaît. De toute façon, on n'en a pas d'autres. Et je vous propose qu'on passe tout de suite au Kawa, c'est parti. Commençons donc par un article de Courrier International / Financial Times. Hop. Sur Mastodon. Mastodon qui est donc, merci Altaran pour le sub, merci beaucoup. Mastodon qui est donc une alternative à Twitter que vous connaissez bien, qui entend le rester. L'article est vraiment très chouette. Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk en octobre, le réseau social décentralisé Mastodon a vu le nombre de ses utilisateurs exploser, jusqu'à atteindre 2,5 millions de comptes actifs. D'ailleurs dans le chat, est-ce que vous avez rejoint Mastodon ? Moi j'avoue que j'ai un peu refait le ménage dans mes comptes Mastodon, et effectivement j'ai créé un nouveau compte Mastodon, parce qu'en fait j'en avais un à l'époque de Guy Hightech pour les anciens, le premier nom de ma chaîne YouTube, et j'ai recréé un compte avec Guillaume Slash, effectivement. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pas forcément migré, mais qui ont au moins créé un compte pour aller farfouiller un petit peu ce que c'était Mastodon ? Par contre, je me suis vite rendu compte que c'était pas encore au point sur certains trucs, notamment le fait que par défaut Mastodon balance des tweets dans plein de langues que je ne connais pas, que je ne parle pas, et donc effectivement c'est quand même un peu compliqué de pas avoir, je sais pas, fait un onboarding où le minimum c'est d'avoir des tweets en français, éventuellement en anglais, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème là-dessus, je trouve. Bref, de toute façon, voilà, après c'est un projet open source, ils n'ont pas forcément les moyens d'une entreprise comme Twitter. Il n'empêche donc que son fondateur explique au Financial Times pourquoi il a refusé au moins 5 offres d'investisseurs de la Silicon Valley pour conserver son statut d'organisation à but non lucratif. Mastodon, concurrent de Twitter, a rejeté plus de 5 offres d'investissement en capital risque de la Silicon Valley ces derniers mois. Son fondateur s'est engagé à préserver le statut d'entreprise à but non lucratif du réseau social en plein essor. Le site de microblogging, après plein essor encore une fois, a tempéré. Parce que tu peux avoir des inscriptions, mais est-ce que tes utilisateurs restent sur la plateforme ? Ça pour le coup, j'avais monté une boîte avec des potes, c'était Flair, peut-être certains se rappellent de ce projet, et on avait eu pas mal de monde qui était venu au lancement du projet. On avait eu 2000-3000 personnes qui avaient vraiment créé un compte et qui avaient rejoint le projet, mais on s'était vite rendu compte que les gens ne restaient pas. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas mis de mécanisme en place de scroll infini, de trucs. Enfin, il n'y avait pas d'incitation à revenir sur notre plateforme, qui était une plateforme un peu de matchmaking de jeux vidéo. Et effectivement, c'est là où moi je prends beaucoup de pincettes par rapport à Mastodon, c'est qu'il y a peut-être beaucoup d'inscrits, mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent quotidiennement sur le site ? Et ça, pour le coup, j'ai un grand doute là-dessus.
La grande époque. Le site de microblogging créé en 2016 par le développeur allemand Eugen Rochko a vu le nombre de ses utilisateurs exploser après le rachat de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars en octobre 2022, au fur et à mesure que montait l'inquiétude quant à la gestion du réseau social par le milliardaire américain. Eugen Rochko a révélé au Financial Times avoir reçu des propositions d'au moins 5 investisseurs aux États-Unis désireux d'investir des centaines de milliers de dollars pour accompagner la croissance rapide de sa plateforme. Mais son statut à but non lucratif est non négociable, précise Eugen Rochko, avant d'ajouter que l'indépendance et les modes de modération de sa plateforme sont des atouts essentiels. Eugen Rochko résume, je cite, Mastodon ne se transformera pas en tout ce que vous détestez sur Twitter. Alors, toujours très dangereux d'affirmer des choses, parce qu'on se rend souvent compte que des années après, ce genre de propos ne tient plus. Mais bref, on verra. Le fait qu'il puisse être acheté par un milliardaire controversé, le fait qu'il puisse être fermé ou faire faillite, etc., c'est toute la différence de paradigme entre les plateformes. En décembre, Twitter a temporairement suspendu les comptes de Mastodon et de plusieurs journalistes qui avaient publié. Twitter a suspendu les comptes de Mastodon. Ils ont empêché d'aller sur Mastodon, mais ouais, bref. Ils ont suspendu plusieurs journalistes qui avaient publié des informations sur les vols du jet privé d'Elon Musk. Twitter a également évoqué une possible interdiction des liens vers des plateformes. Voilà, ça oui, effectivement, ça avait fait un gros scandale. J'en avais discuté pour le coup avec Hardisk de ça. On discute un peu de temps en temps de vie privée notamment, sur Signal bien sûr. Et c'est assez intéressant de voir un peu l'évolution. Là où Hardisk était un gros tweetos, il est totalement parti de Twitter, notamment parce que effectivement, il avait été choqué, comme moi, du fait que sur Twitter, on ne puisse pas poster de lien Mastodon, qui est pour le coup une atteinte à la liberté d'expression qui me paraît fortement problématique. Ah bon, après Twitter a fait machine arrière, mais quand même, ça envoie un message de vous avez pas le droit. C'est comme si Twitter bloquait des liens YouTube, quoi. Enfin, vraiment, c'est ou des liens vers des blogs personnels. C'est littéralement ce genre de problématique. Eugen Rochko a alors répondu sur son blog qu'il s'agissait du rappel cinglant que les plateformes centralisées peuvent arbitrairement imposer des limites injustes à ce que l'on peut ou ne pas dire. Il y a un peu la même problématique aussi avec YouTube. Le fait que YouTube démonétise des contenus, le fait qu'effectivement il y a des vidéos qui puissent être shadowban. Alors c'est souvent à raison, mais il n'empêche que il y a des questions qui se posent. Avant d'ajouter que le nombre d'utilisateurs mensuels actifs sur Mastodon était passé de 300 000 à 2,5 millions entre octobre et novembre. Si Mastodon affiche des points communs avec Twitter, il s'en distingue par ses nombreux serveurs décentralisés, ou instances, opérant selon des règles de modération indépendantes, ce qui est à la fois, de mon point de vue, une force et un inconvénient. Parce qu'effectivement, le service s'appelle Mastodon, mais en fait, tu n'as pas un Mastodon, tu as plein de Mastodons différents. Les utilisateurs rejoignent un serveur, mais peuvent communiquer avec des communautés inscrites sur d'autres instances grâce à ce réseau dit fédéré, appelé en français le Fediverse. Pour ceux qui ont du mal encore à comprendre Mastodon, voyez-le vraiment comme une version Twitter des emails. C'est-à-dire que les emails, vous pouvez communiquer entre vous, en fait, vous allez pouvoir ouvrir un email chez Google, un Gmail, ou Microsoft, ou ProtonMail, etc., etc. Et en fait, tous ces services sont interopérables. Et en fait, l'idée de Mastodon est exactement comme les emails. C'est-à-dire que, en gros, vous pouvez discuter entre personnes qui ont un Gmail, mais vous pouvez aussi discuter avec des personnes qui ont un Outlook, un ProtonMail, etc. C'est vraiment la façon la plus simple de comprendre Mastodon, je trouve. Pour des personnes qui n'ont pas forcément trop suivi le dossier. Moi, en fait, dès qu'on m'a dit, c'est un peu comme des emails, mais version Twitter, là, j'ai tilt et j'ai fait, ah oui, ok, ça y est, je comprends. Voilà, si des gens autour de vous ne comprennent pas, je trouve que c'est vraiment la façon la plus efficace d'expliquer. Ça rend pas le truc beaucoup plus simple à utiliser, mais ça le rend plus simple à expliquer. Salut Yveline, bienvenue à toi. Oui, écoute, prends-toi un petit café, hein, bien sûr. Bienvenue à toi. La plateforme devrait continuer à être financée par les dons. Elle compte plus de 9000... Ah pardon, excusez-moi, j'ai sauté ce paragraphe. Eugen Rochko est l'unique actionnaire de Mastodon, en plus il est super important, et s'est versé une rémunération mensuelle de 2400 € l'an dernier, donc 2400 € par mois pour vivre du projet. Je trouve ça plutôt raisonnable, très honnêtement, selon son rapport annuel de 2021, un chiffre qu'il dit avoir augmenté de plus de 500 €. Pour moi, tant qu'il est transparent, j'ai pas de problème. Pourrait se verser 5000 ou 10 000 €. Tant que c'est honnête, tant que c'est transparent,
pas de problème. La plateforme devrait continuer à être financée par les dons. Elle compte plus de 9400 donateurs sur le site de financement participatif Patreon, grâce auquel elle reçoit plus de 31 300 € par mois. À titre de comparaison, entre juin et décembre 2021, le réseau avait enregistré un peu plus de 55 000 € de revenus. Donc ça fait combien entre juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre ça fait 7 mois. Ouais, ok, ouais, les revenus ont bien augmenté. Ça fait 55 000 divisé par 7, qui est pas hyper pratique. 7 x 8, ça fait combien déjà 8 x 7, 56. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, donc 56. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 8 000 € par mois. En gros, ils sont passés de 8 000 € par mois à 31 300 000 € par mois. Enfin, 31 300 € par mois. Donc il y a une sacrée augmentation, effectivement. Selon Sensor Tower, la première vague d'inscriptions a ralenti pour atteindre environ 6000 téléchargements, blablabla. Oui, bon, ça on va le sauter. Les nouveaux utilisateurs de Mastodon font face à quelques difficultés. Les différences de modération selon les serveurs sont parfois source de confusion, je suis bien d'accord avec ça. Et certains serveurs ont peiné à faire face à l'afflux de trafic. À en croire Josh Coles, chercheur à l'Oxford Internet Institute, Mastodon pourrait devenir un réseau satellite de Twitter, voyant son activité augmenter chaque fois que Twitter est en panne ou qu'un message d'Elon Musk provoque un tollé. C'est vrai que pour l'instant, Mastodon est vraiment vu comme un miroir de Twitter, plus qu'un vrai service sur lequel on va d'abord. L'ambition affichée par Eugen Rochko est qu'à long terme, Mastodon remplace Twitter et les autres réseaux sociaux commerciaux. La route sera longue, mais nous n'avons jamais été aussi en bonne position. Alors, oui, nous n'avons jamais été aussi en bonne position, mais effectivement, le combat va être encore assez long. Et il y a un vrai combat de simplifier Mastodon. D'ailleurs, faisons l'expérience. Mastodon. Voyons voir où ça en est. Là, il y a un site qui s'appelle Join Mastodon. Crée un compte. C'est fini. Voilà. Non, ça marche plus. Ça y est, c'est pété. Voilà. C'est fini. C'est trop compliqué. Voilà. Le jour, je suis désolé, je suis toujours piquant là-dessus, mais le jour où Mastodon marchera, c'est quand vous cliquez sur créer un compte et que là, on vous demande un mail, un mot de passe, et il y a marqué inscription. Tant qu'on n'a pas ça, pour moi, Mastodon est mal fait. Et quitte à ce que ça vous dise, avec un message, vous allez être mis sur l'instance la plus populaire, principale, blablabla, vous pouvez manuellement choisir d'autres instances. Mais pour moi, tant qu'il n'y a pas une inscription simple, après c'est peut-être by design, hein, ils ont peut-être fait ça exprès, pour justement éviter d'avoir un afflux d'utilisateurs trop rapide. J'entends, hein. Mais pour moi, c'est vraiment le principal problème. Voilà. Là, pourquoi ? Typiquement, j'ai probablement... je suis détecté en France, j'imagine. Pourquoi je n'ai pas des instances françaises en priorité ? Voilà. Pourquoi il me présélectionne pas Europe en priorité ? Pourquoi il me présélectionne pas Général en priorité ? Voilà. Mais... ça me fait chier, hein, parce que vraiment, c'est ce que je dis à chaque fois, j'aimerais que Mastodon éclate Twitter. Mais allez-y. Mais voilà, mais tant qu'on n'y est pas, on n'y est pas. Ça ne peut pas marcher comme ça, Mastodon c'est un réseau décentralisé composé de plusieurs serveurs. Mais non, je suis pas d'accord avec toi, Tozio. Ça peut marcher comme ça, simplement tu peux rejoindre une instance, on va dire la plus grosse instance, un peu l'instance que Mastodon gère par défaut, ils mettent de l'argent dans un serveur, ils utilisent l'argent des dons, mais par contre, si manuellement tu veux rejoindre d'autres instances, tu as un bouton qui te permet de le faire. Ou alors un mini questionnaire qui permet de choisir son instance en 2 clics, c'est trop long. En fait, si tu veux battre la simplicité de Twitter, il faut être simple. Mais tu n'as pas un monde où tout le monde va aller sur le même serveur. En fait, monsieur et madame tout le monde veut retrouver les gens sur un même serveur. Et par contre, l'avantage de la décentralisation, c'est que si toi-même tu veux t'auto-héberger et avoir ton serveur et quand même communiquer avec le serveur principal, tu vas pouvoir. Si le serveur principal part en couille parce que une personne prend un peu un lead et devient un modérateur ou un administrateur tortionnaire et que ça commence à établir des règles gênantes, tu pars sur un mastodon satellite, etc., etc. Et c'est là où Twitter a un vrai problème, c'est que Twitter, tu n'as pas le choix, tu es obligé de passer par la folie d'Elon Musk.
Donc effectivement, c'est là où Mastodon garde un vrai avantage. C'est comme les emails. Aujourd'hui, il y a une prédominance de Google, qui est un problème d'ailleurs, mais vous pouvez très bien vous auto-héberger, vous pouvez très bien aller sur une autre instance si vous voulez de fournisseur de mail, etc., etc. Mais en fait, c'est vrai que par défaut, quand vous y réfléchissez, vous avez des moyens très simples de créer des adresses email. Vous allez sur Gmail, vous allez sur Microsoft. Si vous payez, vous pouvez aller sur ProtonMail, de Posteo, des machins, quoi. En fait, le problème, c'est que l'instance créée par le créateur de Mastodon a été prise d'assaut et ça a cassé le côté décentralisé. Mais c'est pas un problème qu'il y ait une instance qui soit plus populaire que les autres. En fait, tu pourras jamais créer un vase communicant parfait, tu pourras jamais établir une, euh, une instance parfaite. Et même, je peux vous résoudre le problème en 2 secondes. Si vous voulez vraiment répartir des utilisateurs dans plusieurs instances, eh bien, vous créez des instances des vases d'instances, vous créez une instance 1, une instance 2, une instance 3, une instance 4, une instance 5, donc, et ces instances seront les instances par défaut, et pour essayer de répartir un peu les gens, bah, vous mettez automatiquement des gens dans l'instance 1, puis dès qu'elle a un certain niveau, vous basculez les nouveaux utilisateurs dans l'instance 2, et en gros, vous faites communiquer les vases comme ça, et ça permet de répartir les gens automatiquement, et ça rend pas la chose plus compliquée pour l'utilisateur qui connaît rien. En fait, faut vraiment comprendre que c'est con, mais vous prenez un journaliste qui est pas du tout dans la tech. Je sais pas, on va prendre un journaliste d'un média comme, je sais pas, l'équipe, voilà, au pif. Des journalistes de l'équipe qui sont, j'imagine pour la plupart, pas forcément très technophiles. Bah là aujourd'hui, s'ils veulent créer un compte Mastodon, ils sont perdus instantanément. Ils et elles sont perdus instantanément. Par contre, tu leur permets d'arriver et ça les répartit automatiquement sur des instances, sans complexifier l'inscription, bah t'as tout gagné. Et en plus, tu perds le côté centralisé. Si c'est ça le problème, hop, c'est réglé. J'ai mal à la tête. Bah là, après, là, on parle entre Técos. Mais tu peux imaginer totalement quelque chose comme ça. On va avancer dans les articles, j'avais pas vu, il est déjà 8h30. Mais tu prenais l'exemple du mail. Quand tu veux créer un email, il faut choisir toi-même le service. Tu n'as pas un unique portail. Oui, mais en fait, la différence avec les emails, c'est que là, Mastodon cherche à être meilleur que Twitter. Les emails, si tu veux, c'est un truc qui existe depuis le début de l'Internet, donc tout le monde s'est habitué à ce que tu ailles choper ton email, voilà. C'est pas le cas pour Mastodon. Donc Mastodon doit être plus malin que Twitter et doit faire mieux que Twitter. Bref, avançons. Et parlons effectivement de Qi 2. Là, pour le coup, il y a vraiment des choses qui avancent et c'est super chouette. Le consortium, j'ai toujours trouvé ce mot extrêmement stylé, le consortium Wireless Power Consortium présente la nouvelle norme de charge sans fil Qi 2. Il s'agit ni plus ni moins que d'un standard basé sur le MagSafe d'Apple ouvert aux smartphones Android. Adoptée depuis de nombreuses années, la norme Qi, créée par le Wireless Power Consortium, on va vraiment utiliser WPC, ça va être plus rapide, permet aux smartphones de se charger sans fil. Tout l'intérêt d'une norme est bien sûr de pouvoir échanger les chargeurs d'une marque à l'autre, d'un smartphone à l'autre. Au CES 2023, le WPC annonce une nouvelle génération pour son standard, le Qi 2, une charge sans fil améliorée grâce à Apple. Le consortium l'explique très clairement dans son communiqué de presse. Apple a offert les bases de la norme Qi 2 en partageant sa technologie MagSafe. Ce n'est pas la première fois que la firme de Cupertino fait ce genre d'opération. Le standard USB-C est en partie basé sur le travail effectué sur le Lightning pour créer un connecteur réversible et standard dans la tech. Oui, d'ailleurs, pour le coup, le Lightning, j'avais vu ça il n'y a pas longtemps, mais effectivement, le Lightning a été créé 2-3 ans avant l'USB-C. En gros, à 2-3 ans près, Apple serait passé en USB-C plus vite. La norme Qi 2 propose donc désormais un Magnetic Power Profile qui améliore la recharge sans fil si le smartphone et le chargeur utilisent des aimants pour être correctement alignés à la bobine de charge. Cela devrait permettre la création de nouveaux accessoires et une amélioration de la vitesse de recharge sans fil sans toucher à la sécurité de l'utilisateur. C'est d'autant plus important que, comme l'USB-C, la charge sans fil Qi pourrait s'imposer à tous grâce à la législation, notamment en Inde. On pense notamment aux appareils connectés comme les écouteurs sans fil ou les montres qui utilisent déjà souvent une recharge par induction. Le WPC annonce que Qi 2 débarquera avant la fin de l'année pour être au cœur des ventes pendant les fêtes de 2023. Il en profite pour rappeler qu'1 milliard d'appareils compatibles Qi devraient être vendus aux consommateurs en 2023. Ça c'est cool. Qi 2 pourrait arriver
pendant les fêtes de 2023, le nouveau standard est potentiellement le standard avec les aimants MagSafe, mais même sur plusieurs appareils. Donc vous imaginez, ça veut dire qu'on pourrait avoir, avec votre chargeur MagSafe, vous pourriez charger un Android, une tablette, un peu tout quoi. Et je trouve ça incroyable. Salut Itachi, bienvenue à toi. Bientôt la charge par onde, fini les problèmes de batterie. Mais en plus, c'est l'avantage du MagSafe, c'est qu'on évite la déperdition. Parce qu'il y a un vrai problème de déperdition quand vous chargez sans fil. Hein, c'est que la rentabilité de la charge n'est pas géniale. C'est vrai qu'avec les problématiques écologiques, c'est un vrai problème. Et MagSafe corrige en grande partie ces problèmes. Après, il faut que ça soit standard. Coucou. Mais c'est ce qui est dit dans l'article JPEG au kilomètre. L'article dit justement que ça va être un standard. Voilà, c'est pas les... En gros, Qi 2, c'est pas Apple qui autorise MagSafe, c'est vraiment MagSafe devient Qi 2, si vous voulez résumer un peu l'article. Apple continuera d'utiliser MagSafe marketingment, parlant, pour vendre ses produits, mais Qi 2 pourra avoir les aimants de MagSafe. C'est comme ça. Alors pourquoi ils offrent leur techno MagSafe ? On peut analyser ça quand même assez... d'une façon assez simple. Je pense que c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'industrie et Apple ont tout intérêt à travailler ensemble pour effectivement harmoniser des process et surtout que les accessoires Apple puissent être utilisés sur de l'Android, sur de la tablette. Enfin, là, pour le coup, Apple, c'est super intéressant pour eux. Ça veut dire que les accessoires, typiquement, tu vois, c'est con, mais genre... Cette batterie externe, c'est Belkin ça ? Non, c'est Anker. Là, cette batterie, celle-là n'est pas produite par Apple pour le coup, mais cette batterie sera bientôt compatible avec des prochains smartphones Android, des tablettes, des choses comme ça. Si c'était la batterie Apple, Apple a aussi un intérêt, effectivement, à ce que ça soit compatible. Ça permet à Apple de vendre des produits MagSafe à des gens qui ont de l'Android. Donc c'est quand même intéressant. Ça peut même potentiellement donner envie à des gens de changer de crèmerie, de tester cette techno, tu vois, enfin, voilà. Et puis comme l'USB-C, quoi, c'est plus simple dans l'industrie d'avoir les mêmes chaînes de production pour certains types de connecteurs, de normes, de produits. Encore une fois, Apple n'est pas passé sur l'USB-C pour rien. Le Lightning, ok, Apple génère beaucoup d'argent avec le Lightning, mais plus on avance et plus le Lightning est une épine dans le pied d'Apple. Est-ce que la data pourra passer par Qi 2 ? Je sais pas. Apple libère MagSafe pour que ça soit standard. C'est ça, c'est l'idée, ouais. Avec la prise en compte environnementale par les big tech, vendre des accessoires n'est plus une activité bien vue. Alors, en plus, tu as raison, c'est pénible cet identifiant. Ouais, tout à fait. C'est vrai que la partie accessoire, le fait que ça soit uniquement du Lightning est un désastre écologique pour le coup. On sait si Apple aura des royalties. Non, c'est des standards ouverts. Donc normalement pas de royalties sur la norme Qi 2. Peut-être que si tu veux être certifié Apple MagSafe, là tu auras un truc à payer, mais tu pourras te vendre en Qi 2 avec les mêmes aimants sans payer la certification. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionnera. Si le chargeur Qi reste branché, il consomme... Attends, si je dois le débrancher, débrancher, ça enlève l'intérêt du sans fil. J'ai pas compris ton message, Big Chris. Il me semblait avoir lu une news disant que le format MagSafe actuel n'est pas exactement pareil que le Qi 2. Bah écoute, la news de Frandroid a pas l'air de dire ça. C'est un standard basé sur le MagSafe d'Apple. De toute façon, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Ouais, comme MFI, exactement. Made for iPhone est un... Là, pour le coup, il faut payer Apple pour faire un accessoire made for iPhone. Le problème, c'est que les produits Apple perdent beaucoup en intérêt sans iPhone. Ça risque pas d'aider la concurrence. Très certainement. Mais tu peux dire la même chose de l'USB-C. Pourtant, c'est quand même très pratique d'avoir la même... Tu vois, est-ce que l'USB-C aide la concurrence ? Tu vois, non, moi, je pense pas. Je pense pas que ça va forcément aider la concurrence. J'y crois pas trop. Je pense pas que le MagSafe soit le dit argument pour passer sur iPhone. Je pense pas que c'est ça qui fait que les gens achètent un iPhone. C'est pas pour moi la raison principale. T'as toujours pas utilisé le MagSafe ? Ah, c'est quand même chouette, franchement, pour le coup.
D'ailleurs, Flonflon, tu peux voir, tu es MagSafe dans mon cœur. Regarde ça, si c'est pas une preuve d'amour, ça. Parce que c'est une coque MagSafe, et ton stickers, il est MagSafe pour moi. Jalouse FRJS ou pas? On est là, hein, tu vois. Voilà, tu es toujours avec moi, Flonflon. Toujours, on est là, hein, toujours ensemble. Le MagSafe, c'est une killer feature depuis le 12. Moi, je trouve que c'est cool, et il y a un accessoire, je sais pas si on le fera en vidéo, mais il y a un accessoire que je trouve hyper bien. Alors, j'attends de plus le tester. Je vous dis pas ce que c'est pour pas faire Guillaume Spoilman et vous vendre du rêve, mais il y a un accessoire qui arrive bientôt. Ouais, c'est tout ce que je peux dire. Qui est MagSafe, et je trouve que ça a l'air assez chouette. Voilà. Et MagSafe, non, moi MagSafe, en fait, c'est vrai que je m'en sers tous les jours avec le chargeur. Je peux vous le débrancher pour vous le montrer. C'est un chargeur qu'on a présenté en vidéo aussi. Attendez, je fais juste en sorte que la prise USB-C, voilà, se barre pas. Mais c'est le chargeur... très bien. C'est le chargeur, effectivement, de chez Anker, celui-là, qui est vachement bien. Parce qu'en fait, je vous l'avais présenté en vidéo, c'est un chargeur où la batterie est MagSafe. Et en gros, ça se recharge sur un stand et vous avez juste à faire glisser la batterie comme ça. Et ça charge le téléphone. Et j'ai ça sur mon bureau et c'est trop bien. Voilà. Globalement, mon iPhone est toujours chargé grâce à ça. Donc c'est chouette. Et si je pars en déplacement, bah en fait, j'ai juste à prendre la batterie avec moi dans un sac et c'est réglé. Voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce chargeur. Je le trouve super bien. Le produit est un peu onéreux. Il coûte une centaine d'euros. Mais en fait, vous avez un stand plus une batterie externe. Je trouve que pour une centaine d'euros, c'est cher, mais c'est pas déraisonnable non plus. Tout cassé, qu'est-ce qu'il y a? J'ai tout cassé, j'ai cassé un truc? Non, c'est bon. C'est juste que, en fait, je suis obligé de le tenir bizarrement, le stand. Je trouve qu'on surpaye pour rien avec la techno MagSafe. Bah, et après, il faut pas tomber dans une... comment dire? Je comprends ce que tu veux dire dans le sens où, oui, tu peux vite acheter plein de trucs MagSafe, mais globalement, ça te sert à rien. Nous, c'est un peu la chance qu'on a à Nowtech, c'est qu'on a pu tester pas mal d'accessoires MagSafe. Alors là, je peux vous faire une liste longue comme le bras d'accessoires qui sont bien et d'accessoires qui sont vraiment à chier. Et notamment, un des accessoires que je trouve vraiment mal foutu, et il y a des accessoires, enfin, il y a des marques qui font un peu mieux, c'est typiquement tout ce qui va être wallet, ce genre de truc. Je trouve que c'est pas terrible. Il y a beaucoup en fait, il y a beaucoup de trucs où je trouve que ça tient. C'est pas assez aimanté pour que ça soit bien. On va avancer, parce qu'il est 8h39. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur les articles. Je t'envoie le chèque, Guillaume. Guillaume travaille en agent double pour Flonflon. Une vidéo sur les meilleurs et les pires accessoires MagSafe. Non, par contre, il y a une vidéo qui arrive sur des accessoires iPhone. Et ils sont vraiment cool pour le coup. Donc ça arrive très 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 bientôt. Voilà. Ouais, tu vois, toi aussi, FRJS, t'as une batterie MagSafe et elle quitte jamais ton sac. Elle est super bien. Les batteries MagSafe sont quand même très 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 bien. Ouais, dès qu'on y a un peu goûté, c'est vrai que c'est quand même très pratique, hein. Surtout nous qui filmons beaucoup. Pour le coup, ça nous arrive énormément. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de filmer avec la batterie derrière qui permet de charger en même temps, parce que ça bouffe une quantité de batterie de filmer en 4K. Énorme. Bref, avançons, et nous allons parler de Microsoft. Microsoft qui a un plan pour affaiblir Google avec Bing. Il s'appelle ChatGPT. Alors, article de Numérama. Pour contrer Google dans la recherche web, Microsoft a une idée, coupler sa propre solution Bing avec ChatGPT. Objectif, fournir des réponses encore plus efficaces aux requêtes des internautes. C'est peut-être la clé pour détrôner Google comme solution pour trouver des informations sur le web. Et de toute évidence, Microsoft a bien l'intention de saisir cette opportunité pour améliorer la part de marché de son propre outil Bing. S'ils font ça, il faut qu'ils changent de nom par contre, vraiment. Définitivement. Bref. Selon les éléments en possession de The Information, Microsoft désire intégrer ChatGPT à Bing pour le rendre encore plus efficace. Excusez-moi. Si l'édifice proposé par OpenAI est encore fragile, les fondations paraissent assez solides aujourd'hui pour envisager ChatGPT dans un service opérationnel comme Bing, le moteur de recherche rival de Google made in Microsoft. Alors, oui et non, ChatGPT est incroyable.
au vrai sens du terme littéral. Il n'empêche que ChatGPT est beaucoup trop péremptoire dans ses réponses. En gros, il affirme des choses comme si c'était la vérité, alors que c'est pas vrai, et on en a fait l'expérience récemment pour un tournage, où on a demandé si des grandes stars s'étaient faites ficher, avait été victime de phishing, et il nous a sorti comme quoi Madonna avait été victime de phishing avec une somme atteignant les 500 000 $. Et en fait, on a cherché sur Google, il n'y a aucune info de ça. Et ChatGPT nous l'a dit comme si c'était la vérité. Donc ChatGPT est encore beaucoup trop sûr de lui dans certaines affirmations qui sont factuellement méga fausses. Donc pour l'instant, je ne considérerais pas ChatGPT comme opérationnel. Je considère que c'est un outil incroyable, mais il a encore vraiment des limites. Et pour moi, il faut encore attendre qu'il soit peaufiné quelques années. Je trouve, pour que ça soit utilisé dans Bing, hein, je précise. Voilà. L'outil repose sur un modèle de langage GPT-3 ainsi que par les techniques d'apprentissage supervisé et d'apprentissage par renforcement en IA. C'est l'info de ChatGPT en fait, c'est un peu ça. C'est vrai que ça, il y a une prophétie une théorie sur Twitch. Quand vous demandez quelque chose au chat, vous avez forcément un commentaire qui va dire oui et le commentaire suivant qui va dire non. En gros, vous allez dire « Ah, est-ce que ça fonctionne comme ça ?» Vous allez avoir le premier com qui va dire « Ah oui, si », et le deuxième qui va faire « Non, mais évidemment que non ». Je vous jure, ça s'est prouvé à maintes reprises. À maintes reprises. Un tel outil peut déjà dénicher des réponses sur le net aux questions qu'on lui pose dans la zone de saisie du texte. À plus large échelle, c'est une menace directe pour une entreprise comme Google qui est née et a progressé à travers sa mainmise sur la recherche en ligne. Pour le dire encore plus directement, ses agents pourraient remplacer Google. Ses agents ? Ok. Pour une solution comme Bing, c'est aussi un péril potentiel, mais sans doute moindre. D'abord parce que Microsoft ne dépend pas autant de Google que de la recherche sur le web. Oui, c'est vrai qu'en fait, Microsoft, globalement, Bing est tellement peu utilisé que Microsoft peut faire des essais. Enfin, les implications sont beaucoup moins grandes. Là où Google, le moindre changement de Google peut avoir des impacts monstrueux et peut détruire des business. Hein. Ça, on l'a bien vu. Hein. Google qui se met à donner la météo, détruit le revenu publicitaire de sites web de météo. Google qui se met à afficher les résultats des matchs, ça détruit des sites web comme des journaux comme L'Équipe par exemple, etc. etc. D'ailleurs, on en avait beaucoup parlé dans le mug, hein, c'est des vrais trucs, c'est des vraies questions. Ensuite, parce que le groupe entend plutôt tirer profit de l'outil en l'intégrant plutôt que de s'y opposer. Google, de son côté, y voit un péril existentiel. Le 21 décembre, le New York Times montrait dans un article que la menace est prise très au sérieux en interne, ça ne m'étonne pas. Une sorte d'alerte rouge a été déclenchée et des moyens importants sont réorientés pour muscler les projets semblables dont le groupe dispose. Hein. Je vous rappelle la présentation de Mum, qui était l'IA de Google qui ressemblait beaucoup à ChatGPT, avec sans doute des annonces notables lors de la prochaine conférence I.O. en mai. J'avoue que la prochaine conférence, pour le coup, tiens d'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais le noter, prochaine conférence. Je vais le noter dans Discord pour pas qu'on l'oublie dans la team. Je vais le noter dans atelier. Tac. Voilà, pour qu'on le note dans l'agenda. L'intérêt qu'a Microsoft pour ChatGPT n'est pas du tout neutre. Il y voit un moyen de venir concurrencer, voire affaiblir Google sur le terrain de la recherche. C'est aussi un retour sur investissement. Alors ça, c'est important de connaître les liens entre Microsoft et OpenAI. Je sais avec pas mal de monde, j'en ai discuté. J'avais cru comprendre que Microsoft détenait en partie OpenAI. En fait, c'est pas exactement ça. Si je comprends bien, et c'est ce qui est expliqué dans l'article de Numérama, en juillet 2019, Microsoft a investi $1 milliard dans OpenAI. Mais point. A priori, pour l'instant, c'est le seul lien qu'il y a entre Microsoft et OpenAI. Alors, c'est un gros lien, mais a priori, pour l'instant, on en est que là. Et je suis allé un peu vérifier sur Wikipédia, et donc $1 million de Microsoft, et aussi, a priori, d'une certaine Matthew Brown Companies. Je sais pas ce que c'est. Pour le coup, il n'y a pas de lien Wikipédia qui redirige, donc je ne sais pas ce que c'est Matthew Brown Companies. Et pour avoir un peu plus de contexte, effectivement, donc, c'est une entreprise qui a été fondée par Sam Altman, Elon Musk, hein, qui avait mis $1 million aussi. Musk, par contre, n'est plus au bord de la direction. Hein. En 2018, il s'est barré, mais il est toujours donateur. Voilà.
Voilà un petit peu pour les infos. Merci Gukivaya, merci 33 mois de soutien, merci énormément, ça régale. Voilà. Si cela muscle Bing et prend des parts de marché à Google, cela aura été une dépense extrêmement rentable. D'une certaine façon, ChatGPT pousse à l'extrême la logique de Google, qui se fait aussi moteur de réponse. Il affiche parfois certaines informations directement sur ses pages au lieu de renvoyer l'internaute sur des sites, et non pas seulement comme un moteur de recherche. Il la pousse en la retournant quelque peu contre la firme de Mountain View. Lorsque Google a lancé son moteur de réponse, nombreux ont été les reproches qui lui ont été faits puisque les indications que l'entreprise donne sur son moteur, comme la météo, la bourse ou le résultat d'un match, sont autant d'audience perdues pour les sites qui les proposent aussi. Je trouve que on peut presque dire que c'est des pratiques anticoncurrentielles. En effet, les internautes n'ont plus besoin de cliquer sur les sites. Ici, ChatGPT fait la même chose. Il donne aussi des réponses. Plus besoin de cliquer sur Google. Effectivement. Un futur dans lequel Bing remplace Chrome. Tu veux dire Bing remplace Google. Merci John Zezer pour ton Prime. Merci beaucoup. De façon générale, vérifier la véracité d'une info, c'est un vrai boulot. Beaucoup d'infos sont en réalité des transcriptions de communiqués de presse. Oui, de l'AFP notamment. Ils ont intérêt à cartonner après leurs différents échecs, ouais. Google utilise des codes partenaires pour la météo et le sport, ok. Les erreurs que tu peux trouver sur le net te sont affirmées avec la même certitude. Il y a de ça, effectivement. Salut Basti, comment ça va ? Dans les limitations de ChatGPT, c'est bien indiqué que certaines réponses peuvent être fausses ou pas assez à jour. Oui, Trafandir, mais en fait, il y a quand même un problème de... Comment dire ? Même en ayant ce warning, ChatGPT, il est trop péremptoire. Bah, c'est le mot pour dire ça. Il est vraiment trop affirmatif, quoi. Il devrait répéter, en fait, à chaque réponse, remettre le warning à chaque début de réponse. Entre parenthèses, en italique, tu vois, un truc pas forcément en gros, mais il dit rappel, c'est une version de démonstration. Les réponses peuvent contenir de fausses informations. Il devrait le répéter à chaque fois. Parce que je vous garantis que je vais sur ChatGPT, je lui demande un truc, il va sortir une grosse connerie, et en fait, tu t'habitues à ce qu'il soit tellement bon dans certains domaines. C'est un peu comme si tu discutes avec quelqu'un, 9 fois sur 10, il dit il a raison, et 1 fois sur 10, il te dit une énorme connerie. C'est un problème. C'est un problème. Sauf que ChatGPT donne sa réponse et pas les réponses des autres comme Google Search. Perso, depuis quelques semaines, ChatGPT remplace Google quand j'ai des questions pour mes cours en base de données en programme. Mais ça m'étonne pas. J'aurais été encore étudiant, j'aurais utilisé ChatGPT pour beaucoup de choses. Les robots qui écrivent des articles, ça existe depuis longtemps. ChatGPT inférieur au café du commerce. ChatGPT ne fait au final que rassembler les infos qu'on lui a fournies, donc si on lui fournit des erreurs... Ah oui, non, mais évidemment. Mais c'est là où il y a même il y a probablement un travail de correction de ces erreurs. Compliqué. Dans le sujet sur M6, les journalistes ne pensaient qu'aux profs et à la triche des élèves. Il y a un vrai débat là-dessus, un vrai débat. J'ai lu beaucoup de posts sur Reddit qui en parlaient, les débats étaient super passionnants sur le fait que l'IA, que beaucoup de professeurs sont inquiets de l'IA et du fait que les étudiants trichent. Et en fait, ça recentrait aussi le débat sur l'intérêt de l'éducation. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un problème fondamental, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation n'est pas vue comme un moyen de s'élever, mais l'éducation est principalement vue comme il faut avoir des bonnes notes, et si t'as pas les bonnes... Et en fait, il faut tout faire. L'objectif, c'est simplement d'avoir les bonnes notes. C'est pas l'enrichissement, le développement du cerveau, apprendre les choses, c'est simplement comment t'optimises. Mais j'ai été pareil, donc c'est pas un jugement. Mais comment les élèves et les étudiants optimisent les choses pour avoir la bonne note. Et en fait, c'est un peu... Le fait que les gens trichent avec ChatGPT est presque une conséquence du problème de l'éducation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est que si tu voyais l'intérêt d'apprendre par toi-même les choses, t'aurais même pas envie d'utiliser ChatGPT. Vous voyez, on avait même le débat avec la calculatrice. Pourquoi s'embêter à apprendre les maths si tu as des calculatrices qui te font les maths à ta place? Mais en fait, tu apprends les calculs basiques, les multiplications, les divisions, les tables.
tu apprends tout ça parce qu'en fait, ça te construit ton cerveau et ça te permet de réfléchir, de construire des raisonnements logiques. Pourquoi on fait aussi des dissertations avec du thèse, antithèse, synthèse? C'est con, mais c'est un basique absolument hyper important pour construire une analyse critique des choses. Se faire l'avocat du diable dans des débats, c'est méga méga important. Tu es obligé, si tu veux créer des citoyens, on va dire, éduqués, si tu n'apprends pas à ces élèves à faire du thèse, antithèse, synthèse, à apprendre des bases de plein de choses, et si tu vois l'école uniquement comme objectif note, effectivement, les gens vont se mettre à utiliser ChatGPT et pas chercher à s'élever. Et voilà. Et il y a même d'autres débats qui sont intéressants. Est-ce que ChatGPT, c'est pas une crise du savoir dans le sens où en fait, l'automatisation, l'IA, fait ressortir quelque chose, c'est que le savoir a de moins en moins de valeur. Parce que tu vas demander tous les trucs, tu n'as pas besoin de retenir les choses vu que tu as sur ton smartphone les informations. Or, il est quand même important d'avoir des bases de connaissances sur certains sujets pour construire ton cerveau, ton raisonnement critique, parce que tu peux pas tout le temps demander à Google des réponses ou à ChatGPT des réponses. D'autant plus, par exemple, sur des sujets comme la politique. La politique, c'est aussi... Il n'y a pas que des faits dans la politique, il y a aussi du ressenti, il y a aussi des aspirations, des visions du monde. Les problèmes de ChatGPT prouvent en tout cas qu'il n'y a toujours rien d'intelligent dans cette histoire. Tout est basé sur un brodage à partir de corpus existants. Ouais. L'éducation n'a pas évolué par rapport à l'école de nos grands-parents ou arrière-grands-parents. L'école devrait aussi évoluer. Bien sûr. Mais après, c'est toujours très compliqué de faire évoluer l'école parce que c'est très compliqué. Il n'y a pas de solution vraiment, vraiment très très simple. Mais effectivement, je pense qu'il y a des professeurs qui vont, j'espère certains, qui vont prendre en main ChatGPT et expliquer aux élèves. Et en fait, faut réformer l'éducation en se disant, en partant du principe que les élèves ont ChatGPT, ont l'outil chez eux. Donc comment tu joues avec l'outil? Comment tu travailles avec cet outil pour élever les étudiants et les élèves? Et pour que ça soit vraiment un outil et pas une triche. Et alors là, bon, c'est des pistes de réflexion, mais effectivement, pour le coup, l'oral est un exercice intéressant, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très introvertis. Et il ne faut pas les oublier. Il y a beaucoup de gens qui... Par exemple, genre, typiquement, moi, j'ai toujours été assez à l'aise à l'oral, mais je pense à beaucoup d'amis qui détestent les oraux. D'ailleurs, à cause de, malheureusement, certains professeurs qui sont pas très tendres avec eux, et elles. Donc l'oral peut être une solution, mais ça a ses limites. Mais effectivement, pour moi, une autre solution, c'est de plus de débats en classe sur certains sujets, plus de rédaction de thèse, antithèse, synthèse. Un truc qui a choqué des gens quand j'en avais parlé, mais moi j'avais dit la meilleure façon que j'ai appris le code, le développement informatique, certains vont trouver ça bizarre, mais la façon la meilleure, j'ai trouvé, c'était sur papier. C'était de faire mes algos sur papier. Parce qu'en fait, quand t'es sur papier, tu peux pas... Quand t'es sur un ordi, c'est trop facile de googler et d'aller choper l'algo qui te permet de le faire. Alors que quand tu écris un algo sur papier, tu es obligé de réfléchir et en fait, tu construis tes neurones. Et je sais que les premiers algos voilà, les premières boucles for, le tri, faire des algos par exemple de comment tu sélectionnes les nombres premiers, des choses comme ça. En fait, c'est des résultats que tu peux demander à ChatGPT, tu l'as en une seconde. Mais en fait, c'est des choses, il faut pour ta construction mentale les apprendre parce qu'en fait, ça te permet d'être plus intelligent et de mieux comprendre les choses. Ouais, bah, moi aussi, JPEG au kilomètre en IUT informatique, il y avait des devoirs sur papier. Dans l'éducation nationale, il y a beaucoup de vieux profs qui ne se remettent pas en question et qui sont complètement largués, mais comme dans tous les métiers. Maintenant, tu peux aussi le voir différemment, et là, je mets ma casquette de gauche, mais tu peux aussi voir que dans l'éducation nationale, il n'y a pas assez de moyens, et on donne peut-être pas aussi les moyens à certains profs
et certaines profs d'évoluer. C'est con, mais c'est normal d'être réfractaire sur un truc que tu connais pas. Si maintenant tu proposes, tu vois, tu mets en place des formations, un contexte qui permet de comprendre les choses, etc., etc., peut-être que tu contrecarres aussi une partie de ces gens-là. Tu auras toujours des vieux cons et des vieilles connes, évidemment. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est juste une méconnaissance, c'est pas, et c'est des inquiétudes qui sont légitimes. Parce que tu peux pas, je pense qu'il faut pas juger trop vite, tu peux pas juger des gens qui ont 30 ans de métier et qui ont fait leur métier toujours de la même façon et ça marchait jusqu'à aujourd'hui. Peut-on en vouloir à ces gens? Je crois pas. Je crois qu'il faut surtout, le plus important, c'est de ne pas être dans le jugement. Vraiment pas être dans le jugement et essayer d'accompagner. Oui, Olex, c'est vrai que c'est un parallèle, même je l'ai vu sur Reddit, et t'as raison. Quand tu triches avec une IA, c'est comme si t'avais un robot qui soulevait si genre tu faisais de la muscu, mais que t'avais des machines qui soulevaient les poids à ta place. Bah tu vas pas te muscler. Et le cerveau est un muscle, hein. Donc en fait, effectivement, si tu le muscles pas, ton cerveau, bah tu vas pas le développer. Et en plus, comme tu le dis, Heaven Vibes, exactement, dans l'éducation nationale, les profs n'ont pas le choix du programme de ce qu'ils enseignent. S'ils sortent du moule, ils se font virer. C'est très compliqué pour les professeurs d'effectivement de s'adapter. Et en fait, ça peut se comprendre aussi, c'est que vous imaginez si les professeurs faisaient ce qu'ils voulaient, ce qu'ils et elles voulaient. Évidemment, tu aurais des profs qui seraient chouettes et qui évolueraient avec leur temps, mais t'en aurais peut-être qui tourneraient un peu bizarre. Genre, c'est con, mais t'imagines le prof complotiste le prof d'histoire qui commence à raconter des trucs chelous. Je suis littéralement en train de balancer du code à ChatGPT en me demandant de l'optimiser. Il y a des coquilles, mais j'apprends 2-3 trucs, bien sûr. Non, mais c'est très puissant, ChatGPT. Hein. Ça, par contre. Et comme tu le dis, Addict, et après on va avancer, quel que soit le milieu, les gens qui font une veille permanente et essayent de se mettre à jour sont hyper rares, même parmi les gens qui posent dans la tech. Mais évidemment, moi c'est pour ça, je l'ai toujours dit, un truc que j'aimais bien quand j'étais dev, et que j'encourage à faire au max de monde, c'est de faire et c'est un rôle que j'aimais bien dans ma boîte, c'est de faire de la veille et de faire des prés. De faire des présentations de techno que vous avez pris le temps d'essayer, de faire des retours d'expérience, des choses comme ça. En fait, et pour le coup, sur SNCF Connect, oui, l'appli, elle a des soucis, mais le retour d'expérience de Flutter, qui est un outil de développement, est super. Les développeurs ont fait un retour d'expérience de 45 minutes, et ça, en fait, il faut l'encourager. Et c'est pareil pour des élèves, il faut les encourager à s'exprimer, à parler, à réfléchir à des sujets. Tu vois, tu leur donnes des sujets, la vie privée... a-t-elle encore du sens? Si tu as des cours de... Je sais pas, à l'époque, il y avait des cours de technologie, ça s'appelait. Mes cours à moi. Je sais pas comment ça s'appellerait aujourd'hui, mais même, voilà, il y a plein de sujets où tu peux faire du débat. Je sais qu'à l'époque, il y avait des cours d'éducation civique. C'est vraiment le genre d'endroit où il y a des débats qui sont super importants. Quand on demande à quelqu'un la définition d'un mot et qu'on nous la donne simplement, on va pas retenir. Si on cherche dans un dico, on conditionne notre cerveau à rentabiliser l'effort égal enregistrement. Clairement, bien sûr. Mais il y a plein de techniques. Le cerveau est de mieux en mieux connu quand même. Hein. Pour le coup. Salut à tous, prof au lycée, on parle de moi. Tiens, hier j'ai fait une démo de ChatGPT à mes élèves. C'est cool que tu prennes en main le truc, je trouve. C'est super chouette. Mais effectivement, le truc, c'est que on apprend en étant professeur aussi. Si tu es obligé de restituer des connaissances, ça veut dire que tu peux pas dire n'importe quoi. Et ça te met une bonne pression, je trouve, de ne pas dire de la merde et d'être obligé d'expliquer des concepts. Et c'est vrai que, voilà, alors moi j'ai toujours trouvé ça un peu compliqué, mais faire passer des élèves au tableau, mais il faut que ça soit bienveillant, et leur demander d'expliquer les concepts. Moi je trouve que j'ai toujours bien compris des concepts en passant au tableau et en les expliquant. On va avancer. On va avancer et on va discuter effectivement de cette news. Mais j'adore ce débat d'éducation et tout, je trouve ça trop cool. Mais on va avancer. Merci Alias Lu. Message écrit sans l'aide de ChatGPT. C'est le principe du canard en plastique. Ouais, c'est ça, effectivement. Bon allez, avançons. Avançons. Nous allons discuter ensemble, mesdames et messieurs, d'Apple, pour changer.
Apple sanctionné par la CNIL. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La CNIL, l'autorité française de protection des données, a infligé une amende de 8 millions d'euros à Apple pour violation de la vie privée. Bien que ce montant soit insignifiant pour une entreprise de l'envergure d'Apple, il met en lumière une pratique controversée d'Apple concernant la vie privée de ses utilisateurs, une valeur chère à l'entreprise. Alors, c'est une mesure voulue pour le bien du plus grand nombre, mais qui a fait des dégâts à tout un marché de la publicité. En juin 2020, enfin, voulu pour le bien du plus grand nombre. Non, Apple l'a pas fait pour vos beaux yeux, hein, de mettre en place l'App Tracking Transparency. Non, ils l'ont fait pour bien faire chier Facebook. Hein. Apple n'est pas votre pote. Hein. Et pour le coup, ok, c'est un bon move, mais ils l'ont fait pour avoir un marketing solide et pour faire chier Facebook. Et Google, au passage. Faut pas être naïf. En juin 2020, lors de la conférence WWDC des développeurs, Apple avait annoncé l'arrivée dans iOS 14 de l'App Tracking Transparency, l'ATT, une fonction imposée aux développeurs pour qu'ils obtiennent le consentement des utilisateurs de suivre et partager leurs données personnelles avec d'autres sites et services. Imposé à des millions d'applications, il s'est avéré qu'Apple ne respectait pas sa propre règle et plus globalement la réglementation sur la protection des données personnelles. Bon, bah alors Apple? Bah alors? On établit des règles, on les respecte pas? Bizarre. En effet, Apple diffusait de la publicité ciblée sans le consentement de ses utilisateurs. Une entreprise qui ne respecte pas ses propres règles. Putain, waouh, je tombe de ma chaise. Apple a donc fait l'objet de plaintes pour pratiques antitrust, donc anticoncurrentielles. L'autorité de la concurrence française a été saisie par plusieurs associations représentant différents acteurs de la publicité en ligne, régie internet, agences de pub, médias, éditeurs, agences marketing, etc., mobile. Ils contestaient alors toutes les pratiques mises en œuvre par Apple à l'occasion des modifications à venir de son système d'exploitation iOS 14. La plainte la plus médiatisée est celle de l'association française France Digital, on ne dit pas digital, on dit numérique, qui a déposé une plainte devant la CNIL pour violation des règles de l'Union européenne vis-à-vis de la confidentialité et des règles régissant la concurrence. Apple ne serait pas tenu aux mêmes exigences que les autres développeurs d'applications en matière de confidentialité et du traitement des données de suivi utilisateur. Apple s'est mis en conformité avant même que la CNIL ne se prononce sur la plainte déposée par France Digital. Ce 4 janvier 2022, la CNIL a sanctionné Apple avec une amende de 8 millions d'euros, un montant plus élevé que les recommandations du rapporteur du régulateur qui a plaidé mi-décembre pour une amende de 6 millions d'euros. De toute façon, entre 8 et 6 millions finalement, y a-t-il une grande différence ? C'est une annonce importante. Elle met en défaut Apple sur son créneau du respect et de la protection de la vie privée de ses utilisateurs. De plus, cela va alimenter d'autres actions antitrust contre Apple. En effet, le marché de la publicité mobile a perdu des milliards d'euros depuis la mise en place de l'ATT. Cela a eu des conséquences négatives sur les revenus des petits éditeurs, mais aussi des plus gros comme Meta, Snapchat et ainsi de suite. Concernant la confidentialité, le message d'Apple depuis le début de l'année 2019 est le suivant: ce qui se passe sur votre iPhone reste sur votre iPhone. Un message qui a été faux depuis le début, mais un très bon message marketing. Parce que iCloud n'étant pas chiffré, ce qui est sur votre iPhone est absolument sur les serveurs d'Apple. S'en sont suivies plusieurs campagnes à la TV, en affichage abribus, blablabla. La question sur la protection de nos données est devenue progressivement un critère d'achat pour les consommateurs. Apple a donc... oui, pas tant que ça. Apple a donc tout misé sur la vie privée et assure que ce qui est privé devrait rester privé. Force est de constater qu'Apple n'est pas si blanc. Le responsable de la confidentialité d'Apple, Gary Davis, a contesté l'argument de la CNIL et a souligné qu'Apple était attaché à la confidentialité de ses utilisateurs. Il ne va pas dire le contraire en même temps. Apple a également déclaré que la plainte de France Digital n'avait aucun fondement juridique et qu'elle était mal avisée dans son intention. Bref. Politico annonce qu'un porte-parole d'Apple a déclaré dans un communiqué qu'Apple était déçu et ferait appel de la décision. Apple Search Ads va plus loin que toute autre plateforme de publicité numérique et que nous connaissons en offrant aux utilisateurs un choix clair quant à savoir s'ils souhaitent ou non des publicités personnalisées. De plus, Apple Search Ads ne suit jamais les utilisateurs dans les applications tierces et les sites web, il n'utilise que des données de première partie pour personnaliser les publicités. Ok, ça ne veut pas dire que vous ne traquez pas les utilisateurs. C'est un peu de la langue de bois ça. Parce que pour le coup, en fait, c'est surtout dans l'App Store le problème. Apple vous traque dans l'App Store. Les applis que vous téléchargez, votre navigation dans l'App Store est stockée pour vous proposer des applications sponsorisées. D'ailleurs, qui prennent beaucoup de place, je trouve, sur l'App Store aujourd'hui. Donc, Apple n'est clairement pas... Apple est en tort, je pense. Enfin, si on devait essayer d'analyser ça un peu à chaud, il est probable qu'Apple est en tort. Alors après, on verra si la demande d'appel leur donne raison ou pas.
Mais effectivement, c'est pas parce qu'Apple fait moins pire qu'ils font pas quand même du tracking. La CNIL en fait quoi de tous ces millions d'euros d'amende? Je n'en ai aucune idée. Attention, ce ne sera pas le cas avec la protection avancée des données prévue 2023 dans le monde entier, chiffrement bout en bout de sauvegarde iCloud. C'est pas le même sujet, je pense, Locan, parce qu'effectivement, il va y avoir du chiffrement bout en bout, mais c'est pas impossible que même avec ça, Apple continue de te traquer dans l'App Store. L'un n'est pas lié à l'autre. Merci LCB Calosphine pour le sub. Faut pas croire que les gens de la tech sont nos potes en général, on est une source de revenus pour eux. Ah non, mais évidemment. Mais en fait, aucune entreprise est votre pote. Même Nowtech, on n'est pas vos amis. Et on l'a déjà dit plein de fois. On vous apprécie. Mais on n'est pas vos amis. iCloud n'est pas chiffré. Aujourd'hui, iCloud n'est pas chiffré. Bientôt. Bientôt, ça sera le cas. Mais aujourd'hui, non, iCloud n'est pas chiffré. Parce que si tu as des photos de toi nu, elles sont sur les serveurs en clair chez Apple. Des employés d'Apple peuvent te voir nu. Voilà, c'est dit. Si le problème c'est l'App Store, alors arrêtons de télécharger beaucoup d'applis. En plus, c'est au moins un peu la haute-tech. Ouais, mais t'es obligé de passer par l'App Store pour télécharger des trucs. Une partie est chiffrée. Bien sûr, une partie est chiffrée, mais il y a une grosse partie qui ne l'est pas. Non, les employés d'Apple ne peuvent pas voir les infos d'iCloud. C'est pas ça que j'ai dit, FRJS. J'ai dit, ils peuvent, dans le sens... J'aurais dû dire, t'as raison. Ils pourraient voir. En fait, ils sont en capacité... Un employé d'Apple, si c'est pas chiffré, peut être en capacité de voir les photos. Notamment, si par exemple la police demande à voir ça, Apple peut fournir ces photos. Les entreprises ne sont pas nos amis, même Disney. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant, j'écoutais Flonflon hier, et pour le coup, est-ce que le saviez-vous, le premier Mickey Mouse, vous savez, le Mickey Mouse, alors là c'est info qui n'a rien à voir, on est full gravier, mais le premier Mickey Mouse, le premier film d'animation Mickey Mouse, j'essaie de vous trouver une image avec ce design de Mickey, voilà, celui-là, est-ce que vous saviez que, eh bien c'était passé dans le domaine public. Comme cette œuvre a été créée il y a plus de, je crois que c'est 75 ans, c'est ça, aux États-Unis, les droits d'auteur, c'est au bout de 75 ans que ça passe dans le domaine public. 95 ans 75 ans. Je sais pas, hier, je crois que Flonflon disait 75 pour les États-Unis. Eh bien, ce design de Mickey est open source. Voilà. Et c'est assez rigolo de le savoir, pour le coup. C'est comme Pink Floyd qui réédite ses lives pour prolonger les droits. Ouais. Mais pour le coup, il y a aussi Batman qui est en libre maintenant. La création de Batman, ça fait plus de 60... C'est 70 plus 25 à la demande. Ouais, ok, c'est ça. Mais Batman aussi, mais par contre, c'est ce que disait Flonflon hier, c'était drôle, la Batmobile n'est pas utilisable librement, par contre. Elle est encore déposée. Parce que la Batmobile a été créée 2 ans après Batman. Mais en tout cas, ce premier design de Mickey est utilisable. Voilà, bref, c'était la petite info rigolote du jour. Est-ce qu'on fait cet article? On va faire l'article d'Amazon en bref, parce que c'est quand même important. On va faire l'article d'Amazon un peu en bref. Les réductions d'emplois chez Amazon, donc un article de BFM TV. Les réductions d'emplois chez Amazon pourraient affecter plus de 17 000 salariés. Donc c'est au total, hein, c'est dans le monde là, hein, pour le coup. Davantage qu'estimé précédemment, rapporte le Wall Street Journal mercredi. Ce plan de suppression d'emplois est le plus important parmi les récentes annonces de réduction d'effectifs qui touchent le secteur de la technologie aux États-Unis. Le quotidien, qui cite des sources proches du géant de la distribution, rappelle qu'Amazon avait déjà annoncé en novembre le projet de supprimer 10 000 postes et a commencé à le faire. Le géant du commerce électronique a confirmé qu'il allait supprimer un peu plus de 18 000 emplois, y compris en Europe. Dans un message sur le site du groupe, le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, indique qu'Amazon, qui avait déjà annoncé quelques 10 000 suppressions d'emplois en novembre, a révisé son estimation à la hausse et prévoit de supprimer un peu plus de 18 000 postes. On peut effectivement, j'imagine, analyser que la crise actuelle et l'inflation fait que les gens sont beaucoup plus frileux à acheter des produits. Nous, par exemple, on le voit sur notre Amazon, sur la commission qu'on a sur les produits Amazon.
Alors, bon, il y a le fait aussi qu'on parle moins d'appareils photo, des produits moins onéreux, enfin voilà, il y a des choses qui font que les gens achètent moins de produits via nos vidéos, mais il est fortement probable que l'inflation fait que les gens achètent moins facilement des choses, ils réfléchissent à 2 fois avant de dépenser de l'argent, en sachant qu'effectivement, voilà, la bouffe a pris 10 ou 15% d'inflation, et c'est assez normal, hein, bien sûr. Le groupe comptait fin septembre 1,54 million d'employés dans le monde, putain c'est énorme, sans inclure les travailleurs saisonniers recrutés en période d'activité accrue, notamment pendant les fêtes de fin d'année. La tech en crise. Amazon a embauché à tour de bras pendant la pandémie pour répondre à l'explosion de la demande. En fait, oui, c'est aussi ça qui se passe. Et beaucoup de boîtes sont dans la merde à cause de ça. Doublant ainsi son personnel mondial entre début 2020 et début 2022. Mais l'entreprise a vu son bénéfice net baisser de 9% en un an, sur un an au troisième trimestre. Et pour le dernier trimestre, Amazon anticipait une croissance anémique au regard de ses standards, compris entre 2% et 8% sur un an, et un bénéfice opérationnel compris entre 0 et 4 milliards de dollars, blablabla. Bon, bref, on va aller un petit peu plus vite là-dessus. Facebook a aussi est en train de supprimer 11 000 emplois. Snapchat, 20%, donc 1200 employés. Et Twitter a licencié 7500 salariés. Effectivement, c'est un petit peu compliqué dans le monde de la tech en ce moment. Voilà. Qu'est-ce que vous dites dans le chat? C'est sous 3 jours maintenant. Ça sent le pâté. De quoi? C'est sous 3 jours? De quoi vous parlez? Ah, depuis le Covid, Amazon Prime, t'es jamais ou presque jamais livré en 24 heures comme avant. Je sais pas, moi je suis plus Prime donc depuis longtemps, donc je me rends pas compte. Je me rends pas compte. Si j'ai des achats à faire sur Amazon, en fait, j'attends d'avoir un certain besoin et j'attends que ça dépasse 25 euros. Voilà. Mais je j'ai pas repris Prime. Le seul moment où je reprends Prime, c'est s'il y a une série sur Amazon Prime. Mais sinon, non, non. En fait, j'en ai pas besoin, tout simplement. Euh, Être livré en 3 jours et pas 24 heures, c'est pas si grave. J'avais quand même été choqué qu'un livreur sonne à ma porte à 23 heures. Je suis un peu d'accord avec toi, Mokazer. Je trouve que quand même le Covid a remis un peu les pendules à l'heure. La livraison en 24 heures. Alors c'est très pratique, mais il y a des questions qui se posent quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire? Le seul moment où je trouve que ça a du sens, c'est professionnellement. Là où pour un particulier, être livré en 24 heures, alors c'est un confort, mais on peut se demander à quel prix. Pour le coup, par contre, quand tu es une entreprise, ça a du sens. Je sais que pour le coup, sur Naotech, à cause des tournages, à cause de certains plannings, la livraison en 24 heures a sauvé des tournages, a sauvé du boulot. Clairement. Mais maintenant, parce qu'on est dans un contexte d'entreprise, et qu'on produit des vidéos, et que voilà, enfin, il y a un business là-dessus. Maintenant, c'est vrai que quand on est un particulier, bah, pour le coup, moi, ça doit faire quoi, un an peut-être, un peu moins d'un an que j'ai plus Amazon Prime. Être livré en 24 heures, je m'en fous quoi. Ah, Twitch Prime. Salut Nico, bienvenue à toi. Le Twitch Prime, c'est vrai, il y a le Twitch Prime, c'est vrai, hein, n'hésitez pas bien sûr. La Poste a arrêté les timbres pour le courrier à 24 heures. Il me disait qu'il tenait difficilement ce genre de délai. Ouais, puis même, ça fait bosser effectivement les livreurs et livreuses jusqu'à super tard le soir. Enfin, c'est bon quoi, finissez la journée à 18 heures. C'est déjà un boulot qui est quand même très difficile. Bon, c'est clair que c'est chiant quand tu passes commande tranquillement le vendredi soir, le samedi, le livreur passe le dimanche. Ouais, bah, mais après ça, tu peux le préciser, je crois. Claquez vos primes quand même. Ouais, bien sûr. Euh, Même pour un particulier, il y a plein d'exemples où ça se justifie. Oui, mais c'est beaucoup plus rare qu'une entreprise. Par contre, je suis d'accord, Slow 971, il y a un truc, je suis 100% d'accord avec toi. Si Amazon vend la livraison en un jour, et que sur beaucoup de produits ils ne peuvent plus l'offrir, c'est presque un discours mensonger. C'est presque une publicité mensongère. Tu peux pas vendre ton Prime en disant vous allez être livré en un jour, et en fait de plus en plus t'es livré en X jours. Enfin, 1 plus X jours. Euh...
Les gens se sont habitués à ce service en 24 heures, truc qui n'était jamais demandé il y a 20 ans, on est des bébés gâtés. Ouais, je pense après, il faut pas non plus tomber dans le jugement, et Wendigo, d'une certaine façon, si la logistique te permet d'être livré en 24 heures, c'est quand même chouette. Voilà, soyons pas en mode, tu vois, le discours de dire il faut apprendre à attendre, je l'entends. Euh, En fait, si tu veux, si tu peux être livré rapidement et que ça reste, comment dire, propre, je sais pas comment le dire mieux que ça, pourquoi pas? Maintenant, la question, c'est quels sont les compromis pour être livré en 24 heures. Et c'est vrai que je trouve que les compromis aujourd'hui, le fait que les livreurs bossent un peu tard, le fait que même écologiquement, il y a des choses qui... Enfin voilà, tu sois obligé, c'est sûr et certain que pour être livré en 24 heures, il y a des camions qui sont pas complètement remplis. En fait, c'est ça la question, c'est quel compromis on fait. Mais... Et en plus, l'abonnement Prime, il a augmenté. Ouais, ouais, tout à fait. Mais comme le dit Monsieur Papa, il y a aussi des avantages à commander sur Amazon ou sur Internet. Effectivement, au final, prendre la voiture et aller soi-même dans des centres commerciaux, enfin, dans ce cas-là, est-ce qu'il vaut mieux pas un camion Amazon à moitié rempli aussi? Tu vois, la question elle se pose. C'est pas là pour le coup, c'est pas un débat manichéen quoi. Prime, c'est bien qu'en habitant en banlieue. Ouais, je sais pas. Amazon perd de sa superbe, mais peut-être juste Monsieur Papa qu'Amazon n'était pas tenable comme ça. Ils l'ont été pendant un certain temps, mais en fait, ça leur coûte peut-être trop cher. Et pour optimiser les stocks, c'est pas viable quoi. Mais d'une certaine façon, on est dans une forme de période de crise. Donc c'est pas étonnant que certains services soient obligés de s'adapter. Et par contre, un truc où je rejoins certaines personnes, on a eu un certain confort avec certains services, et même à cause des problématiques écologiques, en fait, il y a des conforts qu'on n'aura plus. Et c'est pas si grave, je pense. C'est juste que oui, ça titille un peu, parce que quand tu t'habitues à être livré en 24 heures, maintenant que tu l'es plus, ça titille. Mais là pour le coup, oui, bah il faut l'accepter quoi. De toute façon, on n'a pas le choix. Pour le coup, moi je préférais pouvoir effectivement, comme plein de gens le disent, adapter ma livraison. Alors Amazon le fait sur certains produits, mais moi j'adorerais pour le coup dire, parce qu'aujourd'hui tu dis je suis livré dans 2 ou 3 jours, mais moi j'aimerais dire bah je vais être livré le samedi matin entre 9 h et midi, par exemple. Ou livrez-moi le vendredi de 18 h à 20 h, etc., etc. Ça serait un vrai banger. Et pour le coup, il y a plein de produits où je peux être livré en fin de semaine, par exemple. Genre, livrez-moi le vendredi à 18 h. Et je pense 90% des produits, je pourrais être livré en fin de semaine à un horaire précis, ça serait cool. Et pour le coup, écologiquement parlant, être livré quand on est à la maison ou à l'appart, là, pour le coup, c'est bien plus pertinent parce que ton colis qui repart dans le camion et qui doit être relivré, ah là, pour le coup, écologiquement, c'est à chier, quoi. Ah oui, non, mais moi, je passe beaucoup en point relais, M1 Nigo, clairement. Mais des fois, t'as pas le choix, tu peux pas. Tu peux pas, tu peux pas. Sauf que tout le monde se ferait livrer sur le même créneau. Bah, dans ce cas-là, tu embauches les gens pour qu'ils fassent certains horaires précis. Amazon Locker, c'est le meilleur système, je suis bien d'accord. Bref, allez, on va avancer, mesdames et messieurs. Avant de passer, je vais sauter deux petits articles qui sont pas très intéressants. Avant de passer à la cerise sur le croissant, petit article un peu positif, un peu sympa. Je rappelle que si vous voulez soutenir Nowtech, nous n'avons pas de sponsor ce mois-ci. Shadow était notre dernier sponsor notre dernier sponsor jusqu'au prochain, bien sûr. Mais le sponsor, ça peut être vous aussi et contribuer à l'équipe Nowtech. Vous pouvez contribuer si vous aimez ce qu'on fait, les lives, les vidéos, etc. Vous pouvez contribuer à partir de 1€ et des centimes, je crois que c'est 1,20€ à peu près, par mois et débloquer plein d'avantages, bien sûr, notamment bien tous les salons de discussion sur les contributeurs, sur le Discord réservé aux contributeurs. Vous pouvez venir voir notre live contributeur tous les jeudis à 18 h. Les vidéos en avance, des versions contrôle qualité. Donc en fait, on vous propose des versions où le montage est quasi fini. Mais des fois, il peut y avoir des coquilles. Donc vous avez la vidéo en avance. Mais vous pouvez regarder si vous voyez des petites coquilles. Et le vide-grenier, vous pouvez soit vendre vos produits sur le Discord. Donc on va dire
entre gens qui se font un peu confiance, et nous, on vend aussi nos produits sur Nowtech. Voilà. T'as une tête de corporate sur la photo, tu trouves? Ah bon? Je sais pas, je trouve pas. Voilà, donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Nous, c'est très important pour nous. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la cerise sur le croissant. Et dans la cerise sur le croissant, aujourd'hui, on va parler d'un article sur jeuxvideo.com. Bah oui, pourquoi pas. Un ado de 17 ans qui invente un moteur électrique sans terres rares, plus puissant et pas cher. Le futur se trouve évidemment dans la jeunesse et ce lycéen de 17 ans prouve qu'il n'y a pas d'âge pour concevoir des prototypes révolutionnaires qui pourraient inspirer le monde de demain. Ça se trouve, il a demandé à ChatGPT, pensez pas. Un changement qui pourrait permettre une révolution des voitures électriques. Alors, le moteur électrique à réluctance synchrone. Peut-être dans le chat, il y a des gens qui s'y connaissent un peu mieux, qui pourraient peut-être expliquer, n'hésitez pas. À seulement 17 ans, ce jeune lycéen, Robert Sanson, vient de dévoiler un moteur qui n'utilise pas d'aimant pour fonctionner, supprimant ainsi toute terre rare, responsable de grandes pollutions, mais aussi de conditions de travail déplorables. Même dans les mines, avec soi-disant des machines et en respectant les conditions de travail humaines, on retrouve en réalité de nombreuses personnes que l'on appelle des artisans. Les conditions sont déplorables. Ça, on en avait parlé aussi sur la vidéo Fairphone. Voilà. Supprimer le recours à ce genre de matériaux, c'est faire un véritable bond en avant pour un futur plus respectueux. Le moteur que vient de dévoiler Robert Sanson n'est pas complètement nouveau. Il reprend un type de moteur déjà utilisé dans des ventilateurs, par exemple. La nouveauté est d'avoir réussi à le rendre suffisamment performant pour être utilisé dans des voitures. Selon les tests réalisés, il serait capable d'augmenter le couple de 39% par rapport à un moteur traditionnel. Donc, en plus d'être écolo, il serait plus puissant. Alors oui, on pourrait être face à un moteur qui promet de supprimer les terres rares avec plus de puissance et un coût de production plus bas. Le problème actuel est qu'il est certes possible de faire des voitures avec un moteur et des batteries sans terres rares, mais l'efficacité et la puissance sont fortement dégradées. Pour un marché d'acheteurs qui cherchent de la confiance dans ce genre de véhicule, il faut que tout soit le plus efficace possible. En revanche, il s'agit d'excellentes initiatives comme la Twingo de Lormoto, fabriquée en Normandie à partir de Twingo reconditionnés, je ne connaissais pas du tout. Il s'agit là d'une véritable démarche écologique et pas chère. Et là, adieu les terres rares, mais cela s'applique à un véhicule citadin. Robert Sanson a peut-être mis le doigt sur une technologie que les grands industriels pourraient volontiers récupérer pour créer les moteurs de demain. Une voiture électrique n'a quasiment pas de terres rares. Ah bon? Moi j'ai complètement lu le contraire, moi de Nigo, pour le coup. Et à plusieurs reprises. Le palmarès du jeune prodige est véritablement impressionnant. Il a par exemple reçu le premier prix pour le moteur en août dernier. Lors de la machin truc bidule, bref. Et là, c'est une place de choix dans le classement des Interesting Engineering qui récompense les meilleures innovations de 2022. Pour parfaire son CV, il ajoute avoir aussi créé dans son temps libre plus de 60 projets scientifiques et technologiques. On retrouve notamment un kart capable de rouler à plus de 110 km/h. Une chose est sûre, il ira loin et grâce à ses prix, il sera reçu à bras ouverts par de grandes sociétés avec l'envie de révolutionner le secteur. Alors, voilà, Robert Sanson, pour le coup, je vais juste pas mettre le son, mais c'est lui. Voilà, et c'est lui qui a inventé effectivement ce moteur, comme j'ai dit, à réluctance synchrone. Voilà, mais c'est vraiment des termes par contre que je ne connais pas du tout. Fact-checking. Ouais, non mais n'hésitez pas à faire du fact-checking, hein, clairement. Les aimants font de la pollution à être produit, pas utilisé. C'est l'énergie qui pollue pendant son utilisation. Mais si tu peux éviter la pollution pour produire des aimants comme il est dit, et que ça soit électrique, donc sans carbone pour avancer, c'est cool. Non mais c'est un début peut-être de solution ou de quelque chose. Hein. J'allume mes warnings quand je lis ce genre d'article, c'est souvent fumeux. T'as bien raison, ça peut être aussi un peu un article à sensation. Mais écoute, c'est peut-être le début de quelque chose, puis j'avais envie de finir sur un petit bonbon un peu positif. Ça serait bien d'avoir l'avis de spécialistes parce que les ados qui inventent des trucs pas possibles, on en voit toujours passer plein. Ça donne en général rien, sinon pas grand chose. Bah si des gens ont l'info, n'hésitez pas. Si certains modèles de Toyota hybrides vendus en Europe font encore exception en étant toujours équipés de batteries NIMH, la toute grande majorité des véhicules hybrides et électriques sont pourvus aujourd'hui de batteries lithium-ion qui ne contiennent pas de terres rares. Ok, intéressant, je savais pas. Allez sur la chaîne de la Choucroute Garage pour mieux connaître les véhicules électriques.
Mais il n'y a pas de terres rares dans les véhicules électriques aussi pour le tableau de bord et la partie électronique? Parce que, ok, les batteries, mais il y a une partie électronique, non? Là, c'est pour la batterie. Le souci sont les moteurs électriques avec les aimants qui sont faits avec beaucoup de terres rares. Ah oui, ok. Merci pour la précision, Groll. Ouais. Faut-il encore que la production d'électricité soit décarbonée? Tu as bien raison de le repréciser, Zaldarf. C'est loin d'être le cas qu'en France, comme en France et partout dans le monde, c'est un facteur limitant. Bah, en France, on a de la chance, effectivement, avec le nucléaire, mais c'est pas le cas dans le monde, effectivement. La relativité de la fin du mug, exactement. Et ne pas confondre batterie et moteur. Non, non, mais bien sûr. Parce que mais dans ce cas-là, si les batteries, il n'y a plus de terres rares, et si on arrive à faire un moteur où il n'y a plus de terres rares non plus, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça éviterait en plus l'exploitation de travailleurs un peu dégueulasses, quoi. Fairphone est très bien, n'hésitez pas à aller lire un peu le site de Fairphone et leurs explications, elles sont super intéressantes. Voilà. Mesdames et messieurs, nous avons terminé le mug. J'espère que ça vous aura plu et intéressé. Demain, le mug avec Jérôme à 8h. Et surtout ce soir, donc si vous êtes contributeur ou contributrice, eh bien rendez-vous à 18h pour le jeudi contrib. Voilà, je crois pas que j'ai d'autres choses à vous dire, si ce n'est que nous avons sorti une nouvelle vidéo qui est une vidéo qui n'intéresse pas beaucoup de monde, mais c'est normal, c'est une vidéo... attendez, pour le coup, on va vous la montrer. Waouh, Nowtech. C'est une vidéo effectivement sur le Lumix S5 II. Donc on a pu aller au Japon pour aller filmer des images avec effectivement voilà, Jérôme qui est au Japon bien sûr, pour aller prendre en main effectivement ce nouvel appareil de chez Panasonic qui a enfin un autofocus qui est efficace et exploitable, et donc ça c'est quand même très chouette. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'est notre prise en main justement du produit, hein. Jérôme a pu faire vraiment de très très belles images pour le coup avec. Donc n'hésitez pas à aller checker cette vidéo, on vous dit ce qu'on en pense, et puis voilà. Et puis voilà, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, merci d'avoir suivi le mug, et ciao tout le monde, bye bye.